Il y a quelques jours, le préquel d'une des sagas les plus populaires est sorti au cinéma. Dans ce film, nous ne suivrons malheureusement pas les amants maudits du district 12, plus connus sous le nom de Peeta et Katniss, ou même encore plus connus sous le nom de... Non, malheureusement non. Nous ne suivrons pas non plus Haymitch, notre alcoolique préféré. Ne mentez pas, c'est votre préféré. Non pas non plus Effie Trinket. À mon grand regret. Notre icône de mode à tous, mais ne vous inquiétez pas, nous en parlerons tout de même. Nous allons suivre la backstory de Président Snow. Alors, ce qui était si unique pour l'univers déjà établi de Panem, c'était la créativité qui avait été mobilisée pour les décors et les costumes, ode aux sourcils décolorés, si vous vous en rappelez. We are actually trying to implement a eyebrow bleaching scenario. Enfin voilà, comme je vous en avais parlé dans ma première vidéo, créer un univers futuriste, c'est compliqué. Car pour créer un film historique, par exemple, au final, t'as juste à remonter dans les archives. Voilà, esthétiquement, tu sais directement quoi faire, tu sais quelle est ta direction artistique. Enfin, bien évidemment, je dis pas que c'est facile, mais il y a quand même un challenge qui est assez différent quand tu crées un film futuriste. Car là, en fait, tout est à inventer. Mais un des défis, pour le coup, c'est également de créer quelque chose d'intemporel. Car en fait, c'est très facile de tomber dans quelque chose d'assez cliché, même en fait, limite de faire une œuvre qui vieillira pas forcément bien dans le temps, qui deviendra très probablement, possiblement ringarde, car voilà, quand on choisit des designs qui sont considérés futuristes dans notre timeline à nous, on est à peu près sûr à 90% que dans 10 ans, ce sera plus du tout la vision qu'on aura du futur, et au final, quand on re-regardera le film, ça aura plus ce même effet. Et un film, c'est une œuvre qui doit vraiment transcender le temps, enfin c'est un des objectifs. Donc justement, ce que j'avais trouvé très intéressant avec ce film, c'est que pour tout ce qui était des designs, des costumes et aussi de l'architecture, tout avait été inspiré d'une période historique ou même d'un mouvement artistique. Par exemple avec de l'art brut qu'on avait pu voir à l'intérieur des maisons du Capitole ou même à travers les rues. Ou même, si vous vous rappelez, comme je vous avais dit dans ma première vidéo, pas mal d'inspiration du travail d'Elsa Schiaparelli et directement plusieurs intégrations de design d'Alexander McQueen, voilà, portées de différentes manières par Effie pour ajouter à cette opulence. Enfin bref, voilà, vous savez déjà à quel point j'avais aimé le travail qui avait été fait sur les costumes du premier film, enfin des premiers films. Voilà, j'avais fait une vidéo sur le sujet, on va pas revenir là-dessus. Mais quand même, ce qui est très intéressant, c'est que pour Ballad of Songbirds and Snakes, on repart presque sur une feuille blanche au final, car on n'est pas sur une suite et on remonte presque au tout début. On est qu'au 10e Hunger Games. Voilà, tout est encore nouveau, tout est encore à faire, donc on est sur un univers complètement différent. Tout est encore vraiment à mettre en place, par exemple les Hunger Games, c'est encore un concept très simple. On n'a pas encore toute cette médiatisation qui a été instaurée. Voilà, ce côté télé-réalité n'est vraiment pas développé. On est vraiment sur une version très rudimentaire. On n'a pas encore le concept de styliste non plus, détail très important pour cette vidéo, j'ai envie de dire. Il n'y a pas non plus d'uniforme dans l'arène, tout le monde porte ses propres vêtements et voilà, c'est à peu près tout. Et c'est tout bête, mais même l'arène est très simple au final. Et d'ailleurs, j'ai vu cette vidéo Vanity Fair de Francis Lawrence, le réalisateur, qui justement explique que ce qui est intéressant avec ces 10e Hunger Games, c'est que voilà, l'arène est un peu relou as fuck, on s'ennuie, il n'y a pas trop de charisme, mais tout d'un coup, une bombe rebelle vient exploser en plein milieu la veille. Et voilà, en fait on se retrouve dans un paysage complètement différent et d'un coup beaucoup plus intéressant. On a des trous qui mènent à des souterrains, on a des nouvelles structures et en fait tout ça, ça va rajouter un peu de peps au jeu, rajouter une dimension vraiment beaucoup plus intéressante. Voilà, qui dit jeu plus intense dit audience ravie. Voilà, on est dans les Hunger Games, faut pas oublier que c'est glauque. Et voilà, en fait, il explique que c'est vraiment de là qu'est parti le concept d'arène plus élaboré, puis ça s'est développé d'année en année chez les maîtres de jeu. Et ce que j'ai trouvé aussi super intéressant, c'est qu'on peut voir d'ailleurs Snow donner des suggestions pour améliorer les jeux, et au final, venir créer tout cet engouement que c'est devenu. Enfin bon, passons aux choses sérieuses, analysons les costumes du personnage de Snow. Alors il me semble que le premier costume de Coriolanus qu'on découvre vraiment à l'écran, c'est celui-ci. Alors c'est la tenue qu'il porte le jour de la cérémonie de la moisson et j'avoue qu'en regardant comme ça, on pourrait se dire que c'est assez simple, enfin c'est vrai en soi, qu'il n'y a pas forcément grand chose de ouf, grand chose à analyser, ça paraît méchant, mais en réalité il faut pas négliger ce costume, car en réalité ce costume de manière assez subtile représente complètement la situation dans laquelle Coriolanus est à l'heure actuelle. En fait c'est le seul jour où les étudiants de l'académie du Capitole n'ont pas à porter leur uniforme. Ils doivent donc un peu s'apprêter ce jour-là, tu vois, c'est un jour particulier. Vous vous rappelez sûrement à quel point Effie avait fait attention le jour de la moisson à sa tenue. Alors là, c'est pareil, sauf que Snow et sa famille n'ont plus un rond. Voilà, vraiment fauché, c'est la Hesse. Et peut-être que là, à ce moment-là, vous vous dites, en vrai, ça va, tu fais la drama queen, sa tenue, elle est très bien. Et vous savez quoi ?
Eh bien vous avez raison. Mais en fait ce qui est intéressant c'est que Trish Somerville, la costumière du film, explique tout simplement que cette tenue a été confectionnée par Tigris, la cousine de Snow. Voilà, elle est styliste / designer, ça voilà, vous le savez. Et en fait c'est Tigris qui permet vraiment à sa famille de paraître présentable lorsqu'ils sortent en public, car elle recycle des pièces, elle fait un peu avec ce qu'elle a et elle a la chance d'être très talentueuse, donc voilà, quand Coriolanus sort en public, ses tenues paraissent totalement normales. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que quand tu regardes les tenues en détail, tu peux quand même te rendre compte de la précarité de la situation. Par exemple, en fait, pour cette tenue en particulier, c'est une chemise qui appartenait auparavant au père de Coriolanus et que Tigris a retravaillé pour qu'elle soit adaptée à la situation. Trish explique même d'ailleurs, et je trouve ça super intéressant, que pour faire les boutons de la chemise, ils avaient utilisé des petits bouts de mosaïque, voilà, avec des petites pierres vraiment pour créer un peu cet effet, comme si Tigris avait prélevé ça directement du mur. Mais voilà, même si Tigris fait littéralement tout ce qu'elle peut pour que Coriolanus soit le mieux habillé possible, on voit tout de même qu'il se démarque par le fait qu'il n'a pas de manteau ou de veste, alors que pour le coup tous ses camarades en ont un. Car simplement pour le coup il pouvait vraiment pas s'en payer. Voilà, c'est pas pareil de retravailler une chemise et de créer littéralement un manteau. Voilà, on a même cette scène où il est un peu humilié, voire complètement, par Casca Highbottom qui lui a fait remarquer que #la honte, ses chaussures sont trop petites. Alors Trish du coup qui avait déjà travaillé avec Francis Lawrence sur Catching Fire, ont vraiment essayé de s'imprimer de l'atmosphère des lieux pour créer les uniformes de l'académie. Car voilà, faut savoir que bien évidemment il y a de la CGI, mais c'est tout de même filmé dans de vrais décors en Allemagne, comme une partie de l'académie par exemple, mais aussi plein de statues qu'on peut voir. Les acteurs étaient donc une grande partie du temps dans cet environnement avec toutes les pierres délavées qui composent l'architecture. Voilà, généralement pour une production pareille, faut prendre ça en compte pour créer des palettes de couleurs. Voilà, pour vraiment créer un ensemble visuel cohérent. On veut qu'on croie à cet univers, donc si les persos font tache dans le décor, ça pose problème. Mais bon, au final en fait le fait que les couleurs du décor soient très neutres, ça a permis à Trish et son équipe une certaine flexibilité au niveau du choix des couleurs. Au final ils avaient que très peu de limites quant au fait d'utiliser les couleurs en tant qu'outil à part entière du storytelling. Et donc pour l'uniforme des étudiants, elle a décidé de partir pour du rouge, car c'était une manière de dépeindre les étudiants comme le flux sanguin du Capitole, car voilà, c'est vraiment eux qui déterminent l'avenir du Capitole, et le sang également, car à cette période on n'a pas de mentor, donc c'est littéralement les étudiants eux-mêmes qui vont venir s'occuper des tribus dans l'arène, enfin s'occuper... Évidemment, c'est une manière assez crue de dépeindre les choses, mais à ce moment-là, en fait, c'est littéralement la responsabilité et le pouvoir des étudiants, mettre en scène les tribus jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc le rouge, ça a ce côté sinistre qui marche super bien en fait. Et le col bleu, pour le coup, c'est aussi assez intéressant. À ce moment-là, ça peut vraiment représenter la dualité qu'on a encore dans la personnalité de Snow. Le rouge représenterait aussi son envie de pouvoir, sa détermination, et le bleu viendrait contraster avec la bonté qu'on peut encore voir en lui lorsqu'il veut encore protéger Lucy Gray par exemple. Alors ce qui est cool aussi, c'est que Trish explique que ce qu'elle aime faire lorsqu'elle travaille sur ses projets, c'est de prendre des pièces, des classiques intemporels et de venir créer quelque chose de complètement unique. Et ça représente quand même un certain challenge de venir redesigner, retravailler un aussi grand classique que l'uniforme scolaire qui a été vu et revu dans les séries, les films, et de venir créer en plus quelque chose de futuriste, d'unique. Mais voilà, on va pas se mytho, elle a d'être ça. Je trouve ces uniformes incroyables, je sais pas votre avis, mais pour moi, ils marchent à la perfection. Voilà, y a pas de débat, enfin si vous voulez débattre, y a pas de souci, mais... Car voilà, en fait, faut partir du principe qu'à l'époque, les habitants du Capitole sont vraiment considérés comme un chiffre à travers une foule, n'ont pas vraiment d'identité, c'est complètement l'opposé. Et donc, c'est pour ça qu'elle est partie pour un look androgyne. Il n'y a pas de différence entre les genres, il n'y a aucune différence tout court entre les gens. Voilà, tout le monde porte le kilt / jupe revisité, et voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, vraiment note à part, mais j'ai vu beaucoup de gens qui sont un peu pleins du fait que voilà, ils ont casté un gars un peu BG, t'as capté. Ils étaient en mode, oui, mais c'est Snow, c'est censé être un gros connard, on n'est pas censé l'aimer. Et je trouve personnellement qu'en fait, que c'est ça qui est intéressant. C'est un gars opportuniste et qui sait utiliser son charme pour se mettre en valeur. Voilà, le gars est calculateur, le gars est pas teubé. Justement, selon moi, le fait que le personnage a un côté un peu attachant, c'est ça qui fait que le personnage est plus intéressant. S'il s'était joué par quelqu'un qui a une tête à claque, je sais pas si ça aurait été aussi sympa. Pour moi, ça aurait pas reflété complètement l'âme du personnage s'ils avaient fait ça. Je voulais juste revenir là-dessus. Donc voilà, c'est tout. Enfin voilà, petit écart, mais sinon maintenant passons à Dr. Ghoul. Alors ce que j'aime bien ici, c'est qu'une deuxième fois on retrouve cette idée du sang pour représenter un haut placé du Capitole, car quand on est amené à découvrir la tenue de labo de Dr. Ghoul, on nous présente une blouse rouge et blanche. Faut que je vous dise personnellement d'ailleurs à quel point je trouve que c'est un choix judicieux. Je sais pas pourquoi je me tiens aussi près de la caméra. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'étais au cinéma, ça m'a sauté aux yeux, dans le sens où en ayant cette simple disposition du noir,
Pas compliqué, il y avait deux couleurs, du rouge et du blanc. En fait, tout le monde comprend le message qu'il voulait être passé. Voilà, je vous parle souvent du fait qu'il y ait une seconde lecture avec les costumes. Voilà, des messages cachés, un peu à décoder. Et c'est fascinant aussi, c'est très cool. Mais là, en fait, je trouve ce qui est cool, c'est que c'est une évidence, ça clique, tu comprends directement. En fait, c'est pas obligé d'être subtil dans le fond. Voilà, cette juxtaposition entre le blanc classique de la tunique de laboratoire et qui, de par le haut, d'une manière, vient être taché de sang. Enfin, en tout cas, c'est littéralement ce que ça représente. Tu vois, avec cet ombre, on dirait limite que c'est encore en train de couler. Tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ce qui est fun, c'est que d'un côté, en la voyant en entière, cette tenue fait vraiment chaotique. Et d'un coup, tu passes à un plan portrait de Gaulle et tu vois littéralement plus que le rouge. Et d'un coup, ça a vraiment l'air clean, propre sur soi, élégant. Donc, selon le point de vue, en fait, littéralement, tu as le droit à la version du Capitole. Voilà, très contrôlée, sans complications. Puis, si tu as la chance de prendre du recul, tu te rends compte du vrai chaos. Voilà, du sang qui a dû couler derrière toute cette façade et du sang que le Capitole a sur les mains. Et Trish d'ailleurs explique qu'elle savait en créant cette tenue qu'il allait avoir cette scène de Dr. Gaulle qui recoue Snow et elle aimait bien cette idée du gant en latex rouge qui vient se poser sur la blessure. Alors on retrouve également cette robe, voilà, avec des coupes complètement disproportionnées, des couleurs extravagantes, quelque chose qu'on était assez habitué à voir au final, mais voilà, ici c'est plus étonnant. Et Trish Summerville explique vraiment qu'elle voulait que Tigris et Dr. Gaulle soient un peu les seuls qui défient vraiment les limites de la mode. En fait, que ce soit vraiment les premières à apporter ce côté extravagant. Et en même temps, c'est vrai que dans le fond, faut bien qu'il y ait des premiers qui apportent la tendance. Et c'est vrai que quand il réfléchit, ça fait sens que ce soit des personnages proches de Snow, car au final, on l'a compris, ce sera sûrement lui qui poussera tout le Capitole à aller vers cette extrême opulence. D'ailleurs, elle décrit Dr. Gaulle comme une personne très créative, mais avec beaucoup de cynisme. Ce qui correspond à sa garde-robe très farfelue et colorée. Et petit détail que j'ai trouvé comme ça, c'est cadeau, je vous le lance. Si Dr. Gaulle a toujours le cou et les mains couvertes, c'est pour une raison. C'est avec cette idée que tous les jours elle travaille avec les mutations génétiques et elle pourrait cacher voilà des blessures et des morsures. J'invente rien, promis. Voilà, c'est Trish Summerville encore une fois qui a dit ça. Ne m'accusez pas d'avoir créé une théorie du complot. Mais voilà, du coup ça rajoute ce côté très intriguant qu'on adore. Enfin bref, maintenant passons au personnage de Tigris. Oh my god, Tigris c'était un personnage que j'étais vraiment hypée de revoir car on l'a vu seulement dans la Révolte partie 2 et même les gars, si son temps d'écran était très bref, ça m'a suffi. On pouvait remarquer directement que son personnage était très atypique. Voilà, c'est une designer qui tient sa propre boutique, elle a l'air d'avoir un univers créatif bien à elle et en termes de designer slash styliste tout ça, on connaissait au final que Sina et même si bon, on savait que la mode avait une place très importante au Capitole, qu'il y avait donc d'autres stylistes, d'autres designers, mais on les avait pas vus. Donc voilà, c'était notre première introduction à une deuxième designer. Alors la toute première fois qu'on voit Tigris dans la saga, elle porte cette tenue. Alors c'est une genre de robe à capuche, robe de chambre, en velours avec des fleurs. Et dans ce film, on découvre très rapidement qu'elle a un lien particulier avec Snow. Lorsque Katniss lui dit l'avoir reconnue, l'avoir vue dans les jeux en tant que styliste, et Tigris lui répond jusqu'à ce que Snow ne me trouve plus assez jolie. Alors faut savoir que rien n'a été dit officiellement sur ce sujet, sur ce que je vais vous raconter. C'est une totale théorie du complot de ma part, mais voilà. Ça peut être fun, je vous raconte. J'ai trouvé une description que Coriolanus Snow a de sa cousine Tigris et il l'a décrit comme une fille grande avec un nez pointu qui n'était pas particulièrement belle, mais il souligne qu'elle a une vulnérabilité dans son physique qui invite aux abus. Voilà, le gars est sympa avec sa cousine qui se fait chier à lui faire des vêtements trop stylés. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Mais enfin voilà, ça vient de la version du livre en anglais. Je suis pas sûre à 100% de la manière dont il dit en français, des mots qu'il emploie, mais voilà, ça vous donne tout de même une idée. Alors on peut donc se douter qu'il y a une chance que Snow ait fait en sorte que Tigris se sente trop vulnérable. Ça pouvait être inconscient, j'en sais rien, Snow, d'accord, je t'accuse pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Voilà, il l'a rabaissé de par son physique, l'a fait se sentir trop faible et selon moi, je vous avoue, je pense que c'est la raison qui a poussé Tigris à créer cette carapace physique dans laquelle on la découvre avec toutes ces modifications corporelles qui la transforment littéralement en prédateur. Enfin, je pense surtout que ça peut être un moyen de se prouver à elle-même que elle aussi peut être intimidante et pour pouvoir se détacher complètement de cette vision horrible que Snow avait d'elle. Alors pour parler purement de costume, j'aime penser que la costumière a créé cette tenue spécifiquement en référence à celle-ci. Voilà, c'est deux tenues Tigris et on est vraiment sur le même concept de robe en velours. Alors je vous explique, selon moi, je pense qu'elle a lié ces deux scènes car dans la première en fait on a Tigris qui est dans son élément, dans sa boutique, entourée de vêtements et dans le préquel on peut voir qu'elle est dans son atelier, très modeste. Derrière il y a des croquis, des chutes de tissu, des patrons, donc dans les deux scènes elle est vraiment dans son élément. Sauf que justement pour cette scène là, la robe est rose poudrée, vraiment rose clair et il faut savoir que comme je vous ai dit, chaque couleur a une signification et le rose généralement ça représente un peu l'innocence et ici pour le coup la tenue est dorée. Et bon si vous vous rappelez bien, le doré ça a une signification vraiment particulière dans Hunger Games car c'est la couleur qu'Effie a choisie pour représenter la
l'Alliance. Et c'est aussi la couleur du symbole du Gémoqueur, le pin. Donc voilà, ce contraste entre les deux scènes, passer un peu de l'innocence à l'Alliance, à la rébellion, ça correspond en fait tout simplement parfaitement à l'évolution du personnage. Alors, parlons de la robe du jour des jeux. Alors, Trish Somerville explique avoir pris inspiration des coupes des années 40, comme on peut voir par exemple au niveau du col, de la taille fine, de la jupe très près du corps, tout bien évidemment en exagérant les épaules et les hanches, comme on pouvait retrouver par exemple chez Balenciaga dans les années 50. Mais ce qui est intéressant encore une fois avec cette robe, c'est que c'est une pièce recyclée par Tigris. Voilà, vous le savez, ils ont plus de thunes, ils sont fauchés, on en a parlé. Donc voilà, Tigris là nous a encore concocté une pépite. Voilà. Alors on peut donc voir si on analyse bien que le tissu a également ce côté usé, si on regarde les manches par exemple, et on peut même d'ailleurs voir que les coutures ont été cousues vers l'extérieur pour avoir ce côté effiloché, voilà, vraiment pour accentuer le fait que c'est vraiment des matériaux réutilisés. Sinon j'ai également adoré cette tenue qui apparaît que quelques secondes, malheureusement. Alors pour le coup j'ai pas vraiment réussi à trouver grand chose sur cette robe, mais la pro de l'analyse, je pense honnêtement que c'est une référence à la robe de la moisson défi. Voilà, je vous dirai pas beaucoup d'informations. Mais par exemple, le fait qu'il y ait également ces détails effilochés, voilà, partout sur les tenues, mais également sur les boutons. Voilà, le souci du détail est très présent. Voilà, je pense que c'est vraiment pour appuyer sur ce point, pour montrer jusqu'où elle peut aller pour réutiliser et réutiliser des pièces, des matériaux, des tissus. Ça s'appelle perdre une light. Vous allez faire comme si vous avez rien vu. Vous avez pas vu. Genre, vous avez rien vu. Genre rien. En mode... Parce que si t'analyses et que tu floutes les yeux, tu ne vois rien. Alors dans le livre, la robe que Lucy Gray porte le jour de la moisson a été décrite comme une robe arc-en-ciel. Alors selon mon humble avis, on part sur une base de travail un peu complexe. En faisant une robe arc-en-ciel, il y a plein de manières de s'égarer, de perdre les pédales, de se transformer en My Little Pony. Et donc bon, pour vous expliquer un peu le schéma de pensée derrière cette robe, Trish explique qu'il y a plusieurs choses qu'elle voulait absolument intégrer sur cette robe. Voilà, d'office, pour faire un lien subtil entre Lucy Gray et Katniss. Quelque chose un peu pour lier les personnages subtilement. Voilà, Katniss une battante forcée à se mettre en scène, Lucy Gray une fille de la scène forcée à se battre. Il y avait donc effectivement un lien intéressant à faire. Vous pouvez pas passer à côté, je comprends le délire. Elle a donc décidé de partir sur une forme de corset comme la robe du Gémoqueur. Voilà, cette robe, on s'en rappelle bien. Et pour aller un peu avec la jupe de toutes les couleurs, elle voulait également intégrer pas mal de couleurs sur le top. On peut donc retrouver les fleurs de Katniss et les fleurs de Primrose et les serpents. Et ce qui est dingue, c'est vraiment que tout ça était peint à la main. Et bon, pour ce qui est de la jupe, la costumière expliquait vraiment que le plus gros défi pour le coup, c'était vraiment le fait de trouver les matériaux et la coupe. Car voilà, Rachel Zegler et sa doublure courent partout, font un tas de cascades, c'est le but d'une cascadeuse. Donc vous pouvez vous en douter, en fait il y avait une tonne de répliques de cette robe, car en fait cette tenue a vraiment un énorme temps d'écran, en partant du principe qu'elle porte cette tenue à partir du premier jour, donc du jour de la moisson jusqu'à la fin des jeux. Et en plus faut savoir que les premiers jours de tournage ont été commencés par les jeux, et toutes les autres parties ont été tournées à la fin. Enfin voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne, je suis très ouverte à la discussion. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram, j'en ai deux. Un où je parle peut-être un peu trop, et un où je parle peut-être pas assez. Bref, on se revoit très bientôt, bande de gros BG.